Vous êtes bien sur la RTG. À la une de l'actualité de ce 10 juin, le Premier ministre du gouvernement préside la cérémonie de signature de 2 accords de financement de 80 millions et 45 millions avec le groupe de la Banque mondiale, les Échos. C'est dans un très bref instant. Et puis la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose a été célébrée en différé en Guinée. À Kindia où a eu lieu l'événement, de nouveaux engagements sont pris pour de meilleurs résultats. Enfin, après 7 mois de coupe et de transport du bois dans notre pays, l'Office guinéen du bois fait l'état des lieux que vous suivrez également dans cette édition d'information. Voilà, c'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal qu'on démarre par ce décret. Décret D 2023-0140 PRG CNRD SGG portant nomination des hauts cadres au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète article 1er. Monsieur Amirou Diawara, matricule 2791000C, juriste en service au cabinet du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, est nommé directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la citoyenneté et de la paix, ANACIP. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 10 juin 2023, signé colonel Mamadi Doumbouya. On en vient à cet éditorial du bureau de presse de la présidence de la République. Le chef de l'État, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, invité officiellement par le président de la République de Turquie, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, à prendre part à sa cérémonie d'investiture. Tout un symbole, d'abord pour les deux pays qui décident ainsi de raffermir leurs liens d'amitié et de coopération. Ensuite, il s'agit là de la reconnaissance tacite du président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, par la communauté internationale. Fatoumata Kourouma, Fernand Goumo. À Conakry, le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, s'apprêtait à entamer une sortie diplomatique d'exception pour honorer de sa présence la cérémonie d'investiture du président turc Recep Tayyip Erdogan. Avant son départ, revêtant un costume bleu des plus élégants et éclatants, accentuant la splendeur de son corps sculpté sur une taille altière, il affichait un sourire sincère, contagieux, prêt à honorer valablement sa nation à l'étranger. Une diplomatie commence par un sourire. Et ne dit-on pas que le sourire est le commencement de l'amitié? Le chef de l'État, chef suprême des armées, a ainsi quitté Conakry avec beaucoup d'espoir dans cette soirée du vendredi 2 juin 2023. Enceinte du palais présidentiel d'Ankara, une éclatante réception se déployait telle une scène épique des magnificences des 1001 nuits où se mêlaient noblesse et grandeur. Au premier rang des éminents chefs d'État, le colonel Mamadi Doumbouya, incarnation de la Nouvelle-Guinée, et son épouse, drapés des parures vivantes d'une élégance souveraine, irradiaient la salle de leur splendeur aurorale, telle une comète éthérée. Revêtus d'atours majestueux, le président Mamadi Doumbouya et son épouse charment. Leur prestance, une symphonie de grâce et de splendeur, subjuguant les regards de l'assistance en ferveur hypnotique. Le colonel Mamadi Doumbouya, abandonnant momentanément le treillis militaire, déploya un boubou raffiné, symbole d'une ère où tradition et prestance s'unissent en harmonie pour témoigner du retour de la Guinée et de son génie. Au dîner qui suivit cette grandiose célébration, les deux couples se retrouvèrent dans une communion, dans un cadre somptueux, propice aux échanges sincères. C'est de la gastrodiplomatie, unissant leurs nations dans une amitié légendaire. Le couple présidentiel turc auprès du couple présidentiel guinéen, une image qui, à bien des égards,
donne de l'insomnie aux partisans du catastrophisme. Regagnant Conakry ce dimanche 4 juin 2023, le chef de l'État, chef suprême des armées, a été accueilli par un élan de ferveur et de fierté. Les honneurs dus à son rang peignaient des scènes de joie et de célébration. Un accueil fabuleux, réservé à un leader charismatique et visionnaire, ayant mené sa mission diplomatique avec succès, panache et brio. Ainsi, dans le faste et l'éclat de cette réception d'exception, le président colonel Mamadi Doumbouya a su incarner la perfection. Le départ et le retour triomphant du colonel Mamadi Doumbouya a été une illustration vivante de l'esprit guinéen, fier et résilient. Dans les souvenirs gravés dans les cœurs et désormais dans le marbre, cette sortie diplomatique demeurera à jamais comme un hymne à la grandeur de la nation guinéenne. N'oublions pas sa visite en septembre 2022 au Mali, auprès du colonel Assimi Goïta, et celle d'octobre de la même année en Sierra Leone voisine, chez le président Madabio. Et ce n'est pas tout. L'homme du 5 septembre était aussi invité à l'intronisation du roi d'Angleterre, Charles III, où il s'est fait représenter par le Premier ministre, Dr Bernard Goumou. Ainsi, les déplacements du colonel président Mamadi Doumbouya, tels des refrains éternels, témoignent de la grandeur d'une nation et de la stature de ses fils. Par sa présence imminente, la Guinée transcende les frontières de l'ordinaire, s'élevant tel un phénix majestueux au-dessus des préjugés et des doutes. Cet accueil, ces vivas de la foule, ou dirais-je, témoignage solennel taillé dans les fibres mêmes de la reconnaissance et du respect. Telle une marée débordante de félicité, la foule en liesse l'escorta jusqu'aux portes majestueuses du palais Mohamed V. Là, l'écho de la nation résonna comme une symphonie triomphale, exaltant cet instant d'une fresque de passion et d'allégresse. Les cœurs, s'unissant en une communion palpable, tressaillirent d'allégeance et de fierté, honorant ce vaillant homme de caractère, incarnation d'une renaissance éclairée de la Guinée. Et le colonel Mamadi Doumbouya incarne l'espoir ainsi que la détermination d'un peuple en marche vers un avenir radieux, dans une transition qui progresse en jetant les bases d'un développement solide de la Guinée, une Guinée en chantier, avec des infrastructures publiques qui poussent tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. L'histoire de la Guinée s'écrit désormais au présent. L'armée multiplie ses séances de formation et de renforcement de capacités opérationnelles de son personnel. C'est dans cette dynamique que le président de la transition a présidé hier vendredi la cérémonie de fin de formation commune de base de nouvelles recrues du groupement des forces spéciales GPS. L'événement a eu lieu à Kalako, base arrière de la dite unité. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie aux côtés du colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées. Reportage adjudant Aboubacar Kamano, correspondant de la presse militaire. Au camp militaire de Kalako, base arrière du groupement des forces spéciales GFS, les activités de formation, d'entraînement et autres programmes de mise en condition opérationnelle des militaires sont régulièrement assurés. Cela inclut des stages de commando, des sessions de perfectionnement au tir et la formation commune de base pour les éléments du GFS. Ces jeunes hommes soigneusement sélectionnés et formés dans ce centre en sont un exemple. Après 12 semaines, soit 3 mois d'un intense entraînement théorique et pratique, la deuxième promotion des recrues du GFS a achevé sa formation commune de base. La cérémonie de clôture de cette formation a été présidée par le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, qui est également le chef suprême des armées. Dans ce camp commando à forte concentration militaire, le président de la transition a été accueilli avec tous les honneurs dus à son rang.
Tout au long de leur formation commune de base, ces nouveaux militaires ont bénéficié de plusieurs modules leur permettant d'exercer leur métier avec rigueur. Convaincus de la qualité de la formation dispensée à cette promotion au camp militaire de Kalako, le personnel encadrant de cet établissement d'enseignement militaire est fier de ses résultats et remercie les autorités de la transition pour les efforts consentis. Aux côtés du chef suprême des armées, de nombreuses personnalités civiles et militaires, des coopérants militaires issus des pays amis de la République de Guinée, ainsi que des familles, des amis et des connaissances des recrues, ont pris part à cette cérémonie de clôture de la formation commune de base. Je voudrais m'adresser aux nouvelles recrues qui sont au terme de leur formation commune de base. Après une sélection méritée et qui aujourd'hui vont rejoindre le groupement des forces spéciales. Je voudrais tout simplement vous dire, avec tout ce que vous avez vécu depuis la sélection jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous devez vous sentir déjà capable de continuer à porter plus haut ce que vos prédécesseurs ont toujours fait. Je voudrais vous dire d'être à la hauteur et d'être toujours et encore toujours au service de la nation. Face au chef de l'État, chef suprême des armées, ces soldats se sont engagés à servir la nation sous le drapeau. Déterminés, ils ont prêté serment d'accomplir leur mission de défense de l'intégrité territoriale, de protection des populations et de leurs biens, avec patriotisme. Rassuré, le chef suprême des armées a officiellement remis le béret rouge à cette deuxième promotion, fruit d'une étape professionnelle largement méritée. Fiers d'appartenir à cette unité d'élite, ces commandos ont effectué une prière appelée dans leur jargon « prière du fusil ». Il faut que je maîtrise mon fusil comme il faut que je maîtrise ma vie. Car sans moi, mon fusil ne sert à rien. Et sans mon fusil, je ne sers non plus à rien. J'ai plus de précision que mon ennemi qui essaie de m'abattre. C'est moi qui dois l'abattre avant qu'il m'abatte. Je promets à Dieu de garder cette fois. Mon fusil et mon sang de défenseurs de la patrie. Nous sommes maîtres de l'ennemi. Alloués, nous sommes les sauveurs de la vie. Que Dieu fait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ennemi. La haine est bénisse de bienfaits. Amen. Puis, ils sont passés à l'étape des démonstrations de défilés et de combats corps à corps, entre autres exercices. Impressionnés et convaincus par la performance de ces jeunes soldats, les autorités préfectorales de Forêt-Karia et les parents présents à cet événement sont fiers de ces nouveaux militaires. Ils se réjouissent de l'élan impulsé par le président colonel Mamadi Doumbouya. Nous remercions beaucoup le président Mamadi Doumbouya pour ce qu'il a fait pour nos frères et la bonne initiative qu'il a prise pour engager nos frères dans l'armée et les encadrer et puis qu'ils soient une bonne personne pour servir leur pays. Nous les conseillons juste de respecter les normes, l'éthique de leur base, de continuer dans le droit chemin pour défendre la nation et le drapeau national. Le président de transition, colonel Mamadi Doumbouya, intend de faire la réforme de l'armée. Si vous entendez une armée organisée, ça commence à la tenue, la discipline vestimentaire. Regardez, au jour d'aujourd'hui, toute l'armée guinéenne se sent à l'aise. La deuxième promotion des forces spéciales, c'est un engouement très fort, c'est un rappel très fort pour la jeunesse de cette armée guinéenne. Sur ce, je suis très content, la fierté est immense. Sur ce, je suis très content d'eux et je le dirais, on défend quoi? La patrie, la Guinée avant tout. Il faut donner son âme à cause de notre patrie. Assurer l'employabilité,
la formation et la qualification des jeunes Guinéens, tout en équipant et en modernisant tous les secteurs de l'administration publique, y compris l'armée, sont des axes majeurs du plan d'action présidentiel du chef de l'État. Avant-dernière étape, le champ de tir de Kalako a été investi avec toutes les mesures de sécurité nécessaires. Les nouvelles recrues se sont familiarisées une fois de plus avec le son des armes de pointe. Le chef suprême des armées n'a pas oublié ses compétences de grand formateur et il a lui-même participé en réalisant des tirs de précision avec différents types d'armes sous les acclamations de la nouvelle promotion. Les nouvelles recrues ont enfin l'occasion, après des mois de privation, de retenue de manger des plats succulents comme pour récompenser les sacrifices consentis par chacun durant cette formation. Le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, a reçu en audience l'ambassadeur de la République populaire de Chine à République de Guinée. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération parlementaire entre le CNT et l'Assemblée populaire de la Chine. Compte rendu, Abdoulaye Ningilande Diallo. Du diplomate chinois, Dr Dansa Kourouma reçoit la liste des députés membres du groupe d'amitié Chine-Guinée désignés par son pays. L'idée est de renforcer davantage la diplomatie parlementaire entre Conakry et Pékin. L'acte traduit aussi l'engagement toujours exprimé par la Chine d'accompagner les autorités de la transition à réussir cette autre phase historique du pays. J'ai eu un très bon entretien avec Monsieur le Président du Conseil national de la transition. Nous avons évoqué de bonnes relations entre nos deux pays, notamment entre nos deux parlements. Je pense que la mise en place de ce groupe va favoriser le renforcement des liens entre nos deux parlements. Adhérant à cette démarche, le président de l'organe législatif de la transition réitère la volonté de son institution à œuvrer pour solidifier davantage cette coopération parlementaire. La Chine accorde beaucoup d'importance à ses relations avec la Guinée. Et proportionnellement, nous devons faire la même chose parce que nous avons une histoire avec la Chine qui date de longues années. Et nous avons l'obligation, en tant que nouvelle génération, de renforcer, de consolider ces relations qui ont été scellées pendant plus d'un demi-siècle par les pères fondateurs de la Guinée. De son côté, le Conseil national de la transition s'apprête également à rendre disponible la liste des conseillers nationaux qui seront membres de ce groupe d'amitié. Cette rencontre est le reflet de la détermination des deux pays à renforcer la coopération mutuellement bénéfique. Je vous le disais dans les titres, signature de 2 accords de financement avec le groupe de la Banque mondiale. La première signature axée sur le projet du programme NAFA porte sur 80 millions de dollars et la seconde qui concerne le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest porte, elle, sur 45 millions de dollars. C'est le premier ministre-chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie, couplé à la fin de mission de Mme Coralie Gevers, directrice des opérations, et M. Nestor Kofi, représentant résident de la Banque mondiale en Guinée. Compte rendu, Ousmane Bangoura. Cette série de signatures s'articule autour des 2 accords de financement. La première porte sur le projet d'appui au programme NAFA pour un montant de 80 millions de dollars. La seconde, elle porte sur le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre pour une bagatelle de 45 millions de dollars. Une cérémonie rehaussée de la présence des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers
et plusieurs cadres de l'administration publique et privée. La signature de ces 2 accords de financement est vraiment un témoignage de notre partenariat et de notre détermination commune à construire un avenir meilleur pour le peuple guinéen. Et je sais que c'est une détermination qui est partagée par tous les partenaires présents. Notre institution est une institution très technocratique où nous mesurons tout à l'aune des chiffres. C'est normal, la performance, taux de décaissement, la quantité d'argent que nous déployons, mais tout cela doit se faire avec les hommes et les femmes dans un environnement culturel, je dirais sociopolitique, qui sont particuliers. Pour le ministre des Finances, ces importants accords de financement entre la République de Guinée et le groupe de la Banque mondiale témoignent la qualité de coopération entre la Guinée et ses partenaires. Madame la directrice des opérations, Monsieur le représentant président sortant, vous avez écrit une nouvelle page dans l'histoire actuelle de la Guinée. Grâce à votre implication personnelle, les opérations ont rapidement repris en République de Guinée. Cette performance de la Banque mondiale en République de Guinée est votre engagement. Un engagement avec lequel vous avez grandement contribué. Et cela exige de nous de la reconnaissance à l'égard de votre institution, mais de vous-même. Après la signature, place à la cérémonie d'adieu organisée en l'honneur de Coralie Gervais et Nestor Kofi, respectivement directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Guinée et le représentant résident de la Banque mondiale en Guinée. Moment d'intense émotion et de témoignage. Nestor, vraiment pour moi, caractérise cette inlassable disponibilité d'être à l'écoute et de partager ses expériences. La Guinée va te manquer, mais aussi les Guinéens vont te manquer également, notamment les autorités. Coralie Gervais et Nestor Kofi quittent la Guinée avec un sentiment d'avoir accompli leur mission dans un contexte marqué par la transition. Lancement du processus d'élaboration de la politique nationale foncière au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, de l'Aménagement du territoire et de la récupération des domaines spoliés de l'État. Il est question pour les acteurs de la plateforme multi-acteurs de définir clairement les étapes clés, les mécanismes et surtout les rôles des différents intervenants pour réussir une politique foncière nationale inclusive. Reportage Saint-Martin, Francine Adouno. En novembre 2022, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire organisait les États généraux du foncier. 26 recommandations sont issues de ces concertations. Parmi elles, l'élaboration de la politique nationale foncière, avec l'élargissement des prérogatives du département à la récupération des domaines spoliés de l'État. Les partenaires techniques et financiers s'activent aux côtés du ministre, le général Ibrahima Khalil Condé. Accord Guinée, avec d'autres institutions, soutient l'initiative pour aider les membres de la plateforme multi-acteurs du foncier à participer au lancement du processus d'élaboration de cette politique foncière nationale. Dans un pays, si nous n'avons pas de politique et nous ne disposons que des politiques sectorielles, ça risque de ne pas encourager les investisseurs à venir dans le pays. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'écrire les grandes étapes liées à l'élaboration de cette politique nationale et surtout assortie d'une feuille de route. Nous, en tant que partenaires, nous avons toujours appuyé ces processus. D'ailleurs, depuis 2018, nous avons engagé ces processus à travers l'intervention à distance, je veux dire. C'est vrai, nous, en tant que bureau, nous sommes là, mais les financements sont venus du bureau régional. Cette politique définira la vision et les orientations stratégiques du gouvernement en matière de gestion et de sécurisation du foncier pour le secteur public et privé. Aujourd'hui, l'une des volontés politiques du gouvernement est d'aboutir à une réforme foncière inclusive, responsable et durable pour permettre à chaque citoyen, à chaque personne vulnérable, à chaque investisseur guinéen ou étranger d'avoir accès à un foncier sécurisé. Et je puisse vous assurer que le gouvernement, sous l'impulsion de Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État,
le colonel Mamadi Doumbouya, et du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, ne ménagera aucun effort pour faciliter, encourager et soutenir cette dynamique. Des consultations seront tenues dans les régions naturelles du pays pour recueillir les avis des organisations paysannes, des autorités et des différents ordres professionnels afin de réussir les réformes foncières, surtout la réactualisation des outils de planification urbaine caducs depuis près de 30 ans. Dans l'actualité également, la situation des Guinéens vivant actuellement dans des pays en crise fait l'objet d'une rencontre aux affaires étrangères avec un accent particulier sur le cas des Guinéens vivant au Sénégal et des dispositions sont prises. Alphaïsia Daba. La cellule de crise du ministère des Affaires étrangères a réunion d'urgence ce samedi matin. Le tour d'horizon dans les pays en crise est passé en revue. Mais c'est surtout la situation des Guinéens vivant au Sénégal qui a dominé les débats. Être appréhendé par un autre pays pour avoir cassé dans un autre pays, c'est grave. Dans la réponse que le gouvernement sénégalais a donnée, il y a eu des arrestations. Et malheureusement, il y a des Guinéens qui ont été arrêtés là-bas. Il y a 31 Guinéens, dont 19 hommes et 12 femmes qui ont été arrêtés. Compte tenu de nos relations de bon voisinage, ils ont choisi la deuxième solution, c'est-à-dire les expulser. Il y a un autre groupe, un deuxième groupe, qui a été aussi appréhendé et expulsé. C'est un groupe de 48 Guinéens, soit 12 enfants, 18 hommes adultes et 18 femmes adultes. Ce groupe de 48 est déjà à la frontière entre la Guinée et le Sénégal, à Bundouforgou. Le chef de la diplomatie guinéenne veut aller plus vite. Déjà, des dispositions sont prises pour identifier puis accueillir ces Guinéens en détresse au Sénégal. Tout va commencer d'abord par savoir qui est guinéen et qui ne l'est pas. Dans le passé, tout le monde avait le passeport guinéen. N'importe qui pouvait mettre de l'argent sur la table et se procurer le passeport guinéen. Cela veut dire que nous allons recevoir des personnes qui sont censées avoir fait des dégâts au Sénégal et qui sont expulsés. Mais nous devons être vigilants aussi pour savoir qui nous recevons. Est-ce que ce sont des Guinéens? Est-ce que ce sont d'autres nationalités qui ont des passeports guinéens? Plus de 3 millions de Guinéens vivent au Sénégal, selon le directeur général des Guinéens établis à l'étranger. C'est le pays où il y a plus de Guinéens, rajoute-t-il. Des initiatives sont envisagées pour intensifier les campagnes de sensibilisation des Guinéens vivant à l'étranger sur le respect des lois et principes de leur pays d'accueil. La journée mondiale de la lutte contre la tuberculose a été célébrée en différé en Guinée et c'est Kindia, la ville des agrumes, qui a accueilli les différents acteurs engagés à faire des résultats dans l'élimination de cette pathologie. Tierno Maroufba. Avec plus de 20 000 cas dans tout le pays, la tuberculose est aujourd'hui considérée comme un problème de santé publique. Des centres de traitement sont ouverts partout dans le pays. Le taux de traitement est de 92% selon les spécialistes en Guinée. Des efforts inscrits dans le cadre de la lutte pour l'élimination de cette maladie qui tue plus de 4 000 personnes par jour dans le monde. Le programme national de lutte contre la tuberculose se félicite des progrès déjà obtenus sur le terrain. Aujourd'hui, la situation se présente comme suit. La tuberculose est présente sur toute l'étendue du territoire national. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons dans les statistiques près de 20 000 cas qui sont sous traitement. Grâce à l'effort de l'État et des partenaires, la prise en charge est gratuite. Et donc, nous avons actuellement une bonne disponibilité des médicaments qui nous permettent de prendre en charge les patients tuberculeux. À Kindia, les acteurs engagés dans la lutte contre cette pathologie se retrouvent pour célébrer la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Une célébration placée sous le signe de l'élimination. Les partenaires du ministère de la Santé, comme Plan International Guinée, sont sur le terrain pour l'atteinte de l'objectif de l'élimination de la maladie. Nous les accompagnons à travers les formations, à travers l'achat et la dotation en médicaments et en matériel médico-technique. Nous les appuyons en termes de sensibilisation, en termes de paquet minimum d'activités à offrir au niveau des populations vulnérables et des populations atteintes de la
tuberculose. Les témoignages des patients guéris de cette pathologie ont retenu les attentions. Des vivres sont remis à ces patients pour les accompagner dans leur nouvelle vie. Et puis, les vacances sont prévues pour très bientôt et comme chaque année, c'est la période choisie par de nombreuses familles pour pratiquer l'excision, l'une des mutilations génitales féminines les plus pratiquées en Guinée. Mais cette année, Global Media Campaign est aux aguets. La structure vient de lancer une campagne de sensibilisation sur les MGF. Son ambition, replacer la lutte contre ce fléau au cœur des priorités de la société civile guinéenne. Marwan Kamara. Pendant les vacances scolaires, des milliers de jeunes filles sont excisées à travers le pays. Pour lutter contre cette pratique, une campagne de sensibilisation et d'information contre les MGF est lancée à Conakry. L'initiative est de Global Media Campaign. Son objectif est de replacer la lutte contre les MGF au cœur des priorités de la société civile guinéenne. La Guinée est placée deuxième au rang mondial au niveau surtout de la prévalence des mutilations génitales féminines qui est à nos yeux 95 points. C'est à l'issue que la Global Media Campaign a initié, à travers le soutien de l'ambassade des États-Unis, lancé ces campagnes pendant ces vacances, parce que chez nous, les vacances sont considérées comme la période propice ou la période qui est en faveur de la pratique des mutilations génitales féminines. Considérée comme une violation des droits humains, l'excision cause beaucoup de complications sur la santé de la femme, selon les spécialistes. Ce programme, qui couvre les 3 mois de vacances en Guinée, sera déroulé à Conakry, Bouké, Kindia, Mamou, Labé, Kankan et Zérékouré. Les mutilations génitales ont des conséquences sévères, graves, qui peuvent compromettre la vie génitale de la fille et même de la femme. Entre autres, les douleurs intenses, des hémorragies, aussi de la rétention urinaire. Ce n'est pas une recommandation de la religion musulmane, ce n'est pas un acte d'adoration non plus. L'excision amène les filles et les femmes à ne pas faire de la débauche, mais ce n'est pas vrai. La mauvaise éducation et la pauvreté qui amènent les femmes à faire des choses comme ça. La vulgarisation de la loi, les échanges sur les conséquences médicales de l'excision et le renforcement des capacités sont autant d'actions planifiées par Global Media Campaign dont l'ambition est simple. Créer un environnement dans lequel les filles peuvent vivre à l'abri des MGF ainsi que d'autres pratiques néfastes. Pour agir efficacement dans la lutte contre la dégradation de la biosphère et de la biodiversité, 2 institutions du pays se donnent les mains, le service MAP Guinée du ministère de l'Enseignement supérieur et la direction des parcs nationaux du ministère en charge de l'environnement. Un accord de partenariat est déjà signé. Nabi Kamara, Mounir Bari. Le service national du programme sur l'homme et la biosphère MAP et l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune s'engagent à travailler désormais ensemble. Ils viennent de signer un accord de partenariat technique et scientifique dans ce sens. Par ce biais, les 2 directions décident d'harmoniser leurs actions à mener pour la protection de la biodiversité, le développement durable et la mise en valeur de l'environnement à travers des aires protégées appelées réserves de biosphère. Cette convention va nous permettre ici de définir les conditions, les modalités et surtout les règles de gestion de nos aires protégées appelées les réserves de biosphère. Donc elle se traduira dans la réalisation conjointe sur des activités de conservation, de restauration des écosystèmes, de la formation, de la recherche et surtout la formation des acteurs et les communautés riveraines des aires protégées. Cet accord aujourd'hui va sans nul doute améliorer la gestion de nos réserves de biosphère dans le cadre de la recherche scientifique. Parce que nous sommes des techniciens, nous évoluons sur le terrain, mais les analyses scientifiques, les publications scientifiques sont menées par le service MAP Guinée. Donc du coup, cet accord vraiment va nous aider à faire des publications, à améliorer la gestion et la visibilité de nos aires protégées de façon globale. Des volontés qui doivent se traduire par des actes concrets sur le terrain pour sauver notre cadre de vie. Il ne s'agit pas de signer les conventions. Il s'agit de faire en sorte que les actions contenues dans ces conventions soient suivies et exécutées. Comme dirait l'autre, protéger l'environnement, c'est améliorer la santé des êtres vivants.
La deuxième édition du Salon de l'orientation s'est tenue à l'université de Kindia, une opportunité saisie par les enseignants-chercheurs et les cadres du ministère de l'enseignement supérieur pour expliquer la portée du projet et partant guider les élèves bacheliers sur les choix de leur aspiration personnelle et professionnelle. Moussa Bangoura. Votre avenir commence ici. C'est sous ce slogan que le Salon de l'orientation a été lancé à l'université de Kindia. Collégiens et bacheliers prennent part à ce débat. Une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Nous avons fait le bon choix de venir au plus près de ces jeunes. Cette hésitation qui n'est pas du tout négative, c'est relaté au travers des échanges. Et pour d'autres, elles sont très confiantes, savent ce qu'elles veulent faire, allient passion et métier. D'autres aujourd'hui, à travers la masterclass, ont été très contentes de dire oui, moi je vais faire les sciences maths, à l'image de ce que vous avez fait. Et voilà. Les élèves ont besoin d'être encadrés, accompagnés, orientés. L'articulation avec les filières de formation, on a besoin de communiquer sur ça afin que les élèves sachent qu'est-ce qui les attend et qu'est-ce qu'ils veulent devenir. L'idée est de préparer ces futurs cadres à affronter le marché de l'emploi. La plateforme d'orientation et les différentes filières de l'université ont été largement expliquées aux élèves. On nous a bien expliqué aujourd'hui et je suis vraiment contente parce qu'il y a de ces personnes qui ne savent pas faire un choix après le bac. J'aimerais vraiment faire le droit. À quelques jours du lancement du bac, les autorités éducatives multiplient les efforts afin de mieux guider les futurs étudiants selon leurs aspirations personnelles. Le recensement des établissements classés et humains a démarré à la mairie de Dixine. L'ensemble du territoire national est concerné pour le respect des normes environnementales et du cadre de vie. Déjà, des équipes sont formées et déployées dans le Grand Conakry et en province afin d'élaborer un répertoire fiable. Ousmane Ba. C'est parti pour le démarrage officiel des activités de recensement des établissements humains et classés. Il s'agit des hôtels, des centres de santé et autres magasins de stockage. Une initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers la Direction nationale de l'assainissement et du cadre de vie. La cérémonie est marquée par la présence du patronat guinéen et le groupe organisé des hommes d'affaires. La réalisation de cette activité va permettre de prévenir et de corriger des actes qui portent aujourd'hui atteinte à l'intégrité de notre cadre de vie et contribuent à la dégradation de l'environnement dans nos milieux urbains. Notre organisation, le droit international, est engagée à vos côtés et on va travailler, Inch'Allah, à vos côtés pour pouvoir vraiment réaliser ces activités nobles pour notre pays. Juste après la cérémonie officielle, un peloton de techniciens rallie le quartier Matam. Ce magasin de stockage de riz et de sucre est le premier à figurer sur le répertoire des établissements témoins. Nous sommes venus sur le terrain pour demander aux différents détenteurs de grands magasins de stockage de se prêter au questionnaire de nos agents. Parce que le plus souvent, ils sont repoussés, pensant qu'ils sont venus pour les taxer. Pourtant, ils ne sont pas venus pour le taxer. Après Matam, nous voici au marché de Madina. Ici, le recensement va prendre plusieurs jours. Pendant ce temps, des équipes sont déployées en province pour accomplir la même mission. L'Union nationale des orpailleurs de Guinée poursuit l'installation des nouveaux bureaux préfectoraux. En Guinée forestière, Bela et Macenta ont élu leur président de bureau en présence d'un huissier afin de garantir la transparence. À RTG Zérekouré, Mohamed Salioupaï, Mohamed Lamine Diallo, lancé Kamisoko. Située à cheval entre la Guinée forestière et la Haute-Guinée, la préfecture de Beila regorge plusieurs potentialités minières. Parmi ces ressources du sous-sol, l'exploitation artisanale de l'or reste encore peu développée. Pour redynamiser les activités de ce secteur, l'Union nationale des orpailleurs de Guinée vient d'installer son antenne préfectorale. Je souhaite que toutes les autorités qui m'entendront viennent me prêter une main forte pour développer mon secteur, le secteur
des orpailleurs, qui va s'étendre encore davantage à d'autres organisations que nous aurons à faire dans l'avenir. Vous avez présenté un âge aujourd'hui grand. Vous lui avez donné tous les honneurs. Mais ce qui est derrière est plus que ce que vous venez de faire. Ce qui est derrière, c'est pour l'accompagner. C'est pour le faire orienter sur le bon chemin. Abritant la plus grande réserve de biosphère de l'Afrique de l'Ouest, la préfecture de Massanta est aussi une zone minière par excellence. La mise en valeur de ces ressources reste tout de même la préoccupation de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée. Pour relever ce défi, elle se dote d'un nouveau bureau préfectoral. Après mon élection à la tête des orpailleurs de Massanta, je ferai tout mon possible pour les aider à développer ce secteur dans l'intérêt de tout le monde. On se battra aussi pour sauvegarder l'environnement. Vous avez mis en place cette union pour contribuer de façon durable aux efforts de développement socio-économique, environnemental et culturel de la Guinée, de contribuer à l'application de toutes les politiques susceptibles de promouvoir la profession d'orpaillage et être un organe d'arbitrage entre ses membres. La mise en place de ces différents bureaux préfectoraux émane de la volonté et de l'engagement du président de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée. 7 mois après la reprise de la coupe et du transport du bois, le ministère de l'Environnement et du Développement durable délègue l'Office guinéen du bois pour faire l'état des lieux par rapport aux réformes et mesures envisagées par les autorités de la transition. Saravdine Diallo, Sona Sagno. La protection des forêts et de ses habitants est la mission prioritaire assignée au ministère en charge de l'environnement et du développement durable. 7 mois après la reprise officielle des activités de transport de bois, une mission de terrain fait l'état des lieux. Cette mission a pour objectif de venir contrôler les documents administratifs suite aux réformes engagées par le ministère de l'Environnement dans le cadre de l'exploitation forestière. Et au-delà de ça, remercier les autorités au niveau régional, au niveau préfectoral et au niveau local pour leur soutien indéfectible au ministère de l'Environnement dans la mise en œuvre de ces réformes. Deuxièmement, échanger avec les services techniques sur les contraintes liées à cette réforme et les acquis pour permettre de prendre des décisions pour la prochaine échéance. Dans le cadre de l'exploitation forestière, l'Office guinéen de bois mobilise tous les acteurs concernés par nos ressources forestières et autorités locales pour évaluer dans la transparence la gestion des documents administratifs et financiers. Chaque fois quand il vient ici, il nous enseigne beaucoup de choses, il nous dit beaucoup de choses, ce qui est important pour nous. Nous êtes prêts à accompagner le gouvernement, nous êtes prêts à respecter tout ce qu'ils ont dit ici, parce qu'en tant que filière, on est en train de faire du reboisement, on est en train de partir vérifier aussi ce qu'on a reboisé. Ce n'est pas dire qu'on a reboisé, on a laissé là-bas. Depuis que la levée d'interdiction a été effectuée, il y a à peu près 7 mois. Donc ils sont venus voir à peu près comment, avec toutes les recommandations qui ont été données par rapport à tout ça, comment ça s'est passé, les mobiliser, quelque part faire une sensibilisation à leur niveau pour que la coupe ne soit pas faite n'importe comment. Après les débats sur la réforme engagée dans le secteur forestier, l'Office guinéen de bois, le GIB, a terminé sa mission dans la région de l'Abbé par la visite de cette pépinière de Mélina. Pèlerinage 2023, les pèlerins guinéens continuent de rallier les lieux saints de l'islam où sont annoncés de milliers de musulmans. Cette année, 10 000 Guinéens sont attendus à la Mecque. À date, 14 convois sur 32 sont déjà arrivés sur place. Les autorités de la transition ont pris toutes les dispositions pour permettre aux Guinéens d'accomplir ce 5e pilier de l'islam sans stress. Depuis la Mecque, Oumar Bari nous fait le point. Le 14e convoi qui a quitté Conakry vendredi 9 juin 2023 pour la Médine, en Arabie Saoudite, est arrivé à 7h07, heure locale, soit 4h07 GMT. Ces pèlerins guinéens ont voyagé et sont arrivés à Médine, la ville sainte du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sans stress puisque les mesures prises par les autorités de la transition pour améliorer les conditions de voyage, l'hébergement, la restauration et la prise en charge sanitaire des pèlerins guinéens sont de mise. Chaque pèlerin a droit au petit déjeuner, déjeuner et dîner par jour. Toutes les conditions sont réunies. On est au 14e convoi maintenant. Personne ne se plaint.
Vraiment, alhamdoulilah, ça se passe très bien ici. Il y a une équipe qui est chargée d'épauler le service d'accueil. Il y a une autre équipe qui est chargée de la restauration. Moi, personnellement, je fais partie de l'équipe qui est chargée d'épauler le service d'accueil. Oui, chargé d'interpréter, parce que ceux qui accueillent dans les hôtels ne comprennent pas nos langues nationales. Et la majeure partie des pèlerins qui viennent ne connaissent pas les langues étrangères ici. Nous sommes là pour interpréter, pour faciliter la communication entre les accueillants et les pèlerins. Les encadreurs du secrétariat général des affaires religieuses, notamment les guides, veillent à ce que les pèlerins soient bien informés des exigences, des étapes à suivre tout au long du pèlerinage au lieu saint de l'islam. La volonté est là. Les moyens sont mis à la disposition. Je peux vous dire, là où on est comme ça, que 90% des problèmes, des difficultés ont trouvé la solution. Les logements sont là, les pèlerins sont logés. En tout cas, moi, mon convoi, tout le monde a été effectuer la prière de 14h à la mosquée. Il est également prévu qu'ils se rendent au mausolée du prophète Mohammed pour se recueillir. Par la suite, les pèlerins visiteront des sites historiques de Médine, notamment le cimetière de Bakia. Le séjour de ces pèlerins à Médine, la ville sainte du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, va durer entre 4 et 5 jours avant de rallier la Mecque située à 400 km de Médine. Juin, mois de l'enfant, des organisations non gouvernementales se mettent au service de la promotion et de la protection des droits des enfants. C'est le cas de l'ONG Solidarité pour l'éducation des enfants vulnérables qui vient de lancer ses activités en offrant des cadeaux aux enfants démunis. Mohamed De Camara. Appuyer le gouvernement dans sa politique de protection des enfants, telle est la volonté de l'ONG Solidarité pour l'éducation des enfants vulnérables en Guinée. Cette structure met le mois de juin, mois dédié à l'enfance, à profit pour lancer ses activités. Elle ambitionne de contribuer non seulement à la scolarisation des enfants, mais aussi à leur plein épanouissement. Dieu sait que la liste des enfants en situation de vulnérabilité est longue et nous interpelle toutes et tous. L'ONG Servi est heureuse d'offrir ses services pour appuyer la protection des enfants vulnérables dans les secteurs aussi variés que l'éducation, la santé, le loisir et autres droits. Les premiers pas de Servi est saisi comme une opportunité pour donner le sourire aux enfants. Je me réjouis de cette initiative qui cadre avec les objectifs stratégiques du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, notamment dans le volet identification et réinsertion des enfants en situation de vulnérabilité. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité du département pour l'ébauche d'une future collaboration fructueuse avec votre organisation. Cette organisation a bien choisi la période de son lancement. Le lancement, c'est au cours du mois de l'enfant, le mois de juin. Le mois de juin qui est consacré ici tout le mois pour les journées de réflexion, de communication, de sensibilisation, de plaidoyer pour les droits des enfants et tout est symbole pour nous. À travers des sketchs, certaines violences faites aux enfants ont été dénoncées. Une manière de conscientiser les décideurs et parents à promouvoir les droits des enfants en République de Guinée. Au ministère de la Jeunesse et des Sports, la culture du volontariat est au goût du jour. À travers l'Agence nationale du volontariat jeunesse, 250 jeunes étudiants sont formés à l'esprit de volontariat. Le concept est enseigné aux jeunes étudiants de bout en bout. C'est au compte de la célébration de la Journée nationale du volontariat en Guinée. Aboubakar Diaby. En Guinée, l'implication de la couche estudiantine dans le volontariat reste au centre des préoccupations de l'État. Au ministère de la Jeunesse et des Sports, l'Agence nationale du volontariat jeunesse mène le combat. Cette rencontre qui rassemble 250 jeunes étudiants
s'inscrit dans cette dynamique. Le volontariat est essentiel et ouvre beaucoup d'opportunités aux jeunes pour l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi prouver à terme des essences avec d'autres milieux. Les étudiants accordent une importance capitale à la formation. Après une explication de la notion, ces participants se disent prêts à mener des activités citoyennes comme l'assainissement de la plage de Robané qui attire des visiteurs guinéens et étrangers. Et on va s'appliquer pour aller sur le terrain, pour appliquer ce qu'ils nous ont dit ici. Là, on a vu que c'est très important en fait. Nous allons partir pour aider, pour des actions de volontariat sur le terrain, parce que c'est important. Côté des autorités universitaires, l'idée est bien accueillie. Pour elles, voir l'engagement de ces jeunes étudiants volontaristes est un motif de soulagement. On est volontaire pour rendre service. On n'est pas volontaire pour détruire, il ne faut pas être volontaire pour détruire quelque chose, mais pour rendre service, pour améliorer les choses, pour apporter une solution donc, à une problématique qui est proposée. Je pense que c'est l'affaire de tous. En plus, ces échanges d'expériences, il est aussi prévu par l'Agence nationale du volontariat jeunesse, la formation à l'esprit de volontariat d'autres jeunes étudiants des universités publiques et privées de la capitale. Page noire de ce journal, douleur et consternation. À la mission diplomatique de Guinée à Genève, l'ambassadeur Chérif Diallo est décédé. Jusqu'à jeudi dernier, il était l'ambassadeur auprès des Nations Unies, des organisations internationales et de la Confédération helvétique à Genève. L'annonce de son décès a été faite par le patron de la diplomatie guinéenne. Et depuis cette triste nouvelle, des hommages mérités sont rendus à ce haut cadre hors pair. Les images de Mohamed Souma sont commentées par Falilou Diallo. Suivez. C'est une perte énorme pour la diplomatie guinéenne. L'ambassadeur Chérif Diallo a tiré sa révérence jeudi dernier du côté de Genève. Cet ancien élève de l'école primaire, du collège et du lycée CRR 22 novembre de Kindia fut un diplomate chevronné et dévoué au service des Guinéens. C'était un homme assez modeste, assez intelligent, assez aimable et qui était aussi très généreux et très serviable envers non seulement sa famille, mais envers aussi ses amis et envers tout le monde. C'était un homme très pieux. Les hommages mérités lui ont été rendus à Genève par l'ensemble de la diplomatie guinéenne et des partenaires au développement. Tous retiennent les valeurs humaines et morales du désormais ancien ambassadeur auprès des Nations Unies, des organisations internationales et de la Confédération helvétique. A décédé des suites de maladie, l'ambassadeur Chérif Diallo sera inhumé les prochains jours en Guinée. Il laisse derrière lui une nation affligée, mais surtout une femme et 3 enfants inconsolables. Paix à l'âme de l'illustre disparu Amine. Fini ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.